Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Nasport Show comme tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 22h, 2 heures ensemble sur tous les terrains de sport avec ce soir deux invités exceptionnels. Marie-Laure Lafargue sera avec nous, c'est la présidente de Basketland qui malheureusement vit un début de saison compliqué, 6 défaites en 6 matchs. On verra avec la présidente Marie-Laure Lafargue s'il y a des motifs d'espoir pour la suite de la saison. On recevra également quelqu'un qui est toujours optimiste et qui plante toujours des buts, c'est Steve Savidan, l'ancien international français de football. Et puis le rugby avec la valse des entraîneurs en top 14 qui a peut-être déjà commencé. On va parler de la situation de Christophe Furios du côté de l'Union Bordeaux-Bègles et de Ronan O'Gara du côté du stade Rochelet. On va en parler avec notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier, qui sera avec nous dans le Nasport Show. Le Nasport Show, l'émission qui est toujours au taquet. C'est parti. Et l'actualité du basket, c'est le basket féminin, la 3e journée de l'Euroleague qui malheureusement n'a pas vu la première victoire de la saison de Basketland. Vous le voyez à l'image, défaite 61-68 des coéquipières de Marie-Ève Pagé face au club turc du CBK Mersin. Le score donc 68-61 et un nouveau revers, le club landais qui est désormais 7e du groupe B en Euroleague avec 3 défaites en 3 matchs, une 6e défaite, toute compétition confondue cette saison pour les Landaises. Et pour parler de ce début de saison, nous accueillons avec grand plaisir la présidente du club landais, c'est Marie-Laure Lafargue qui nous fait l'honneur d'être dans le Nasport Show ce soir. Bonsoir présidente. Bonsoir. Présidente, on aurait préféré vous avoir avec une première victoire pour Basketland. On rappelle qu'hier, il y avait le 3e match d'Euroleague pour les filles de Basketland avec une défaite 68-61 sur le parquet de Basketland face au club turc de Mersin. Franchement, il y a quand même du positif à retenir. Les observateurs sont nombreux à le dire. Vous avez sans doute réalisé la meilleure mi-temps en seconde période du début de saison. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, 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 je suis complètement d'accord à tous égards parce qu'on sait ce qu'on avait le privilège de recevoir. Je considère ça comme un privilège, mais c'était quand même une très très grosse équipe de Mersin, Kukurova qui était là hier soir. Et effectivement, la deuxième mi-temps de notre équipe, ce qui se passe dans la salle à ce moment-là est très proche de ce qui nous sera utile pour gagner. On n'a toujours pas gagné, soyons clairs, mais vraiment les choses avancent vraiment très positivement. Les gens qui ne connaissent pas bien le basket féminin ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le club qui se déplaçait du côté de l'espace Mitterrand, c'est quasiment un club de WNBA, c'est quasiment un club américain. Il y a beaucoup de stars américaines, donc c'est quand même déjà honorable d'avoir réalisé une si belle deuxième mi-temps. Oui, oui, non, mais c'est même si je pense vraiment qu'on aurait pu les battre, parce que je crois qu'on a peut-être été en première mi-temps justement un peu impressionné par cette armada qui a dans les 3-4 premières minutes imposé les choses, et j'ai l'impression que les joueuses ont presque eu peur possiblement, parce qu'effectivement quand on se retrouve avec Jonquel Jones, qui est probablement l'une des 3 meilleures joueuses au monde par les temps qui courent, du haut de ses 2 mètres, qui sait tout faire, Tiffany Hayes, Dewana Brunner, Brianna January, bah évidemment, quand ces gens-là mettent à jouer, c'est sûrement dans le top 10 américain aujourd'hui. C'est compliqué, mais avec nos arguments, on a petit à petit sorti la tête du sac, et la salle était, je crois, assez au clair hier soir à la fin du match, et nos amoureux de basket sur le fait que c'était vraiment très très haut niveau que de réussir à venir gagner cette deuxième mi-temps et jouer les yeux dans les yeux avec elle jusqu'à la dernière seconde. C'est facile quand on est présidente de voir le verre à moitié plein, de se dire ça fait 6 défaites, mais quand même, il y a des progrès de match en match et c'est de mieux en mieux. Ça reste facile quand on est présidente et qu'on est aux manettes. C'est jamais facile parce qu'on joue pour gagner et qu'on est des compétiteurs et qu'on aime gagner. On sait aussi que voilà, on a généré des choses ces 2 dernières années qui ont amené très haut l'espoir placé dans nos résultats. Et il n'est pas immérité, et c'est toujours cette ambition-là qu'on en a de réussir au plus haut niveau et d'exister dans cette compétition-là. Dire que c'est facile, donc non, dans ce contexte-là. Maintenant, ce qui est plus simple dans ce contexte-là, c'est que qu'importe ce contexte et ce début de saison, l'équipe, elle est dans un plan de marche, elle a l'air d'être assez sereine. Bien sûr, elles aiment gagner aussi, les joueuses, mais
elles sont au travail et elles avancent. Donc ça me rend la tâche plus facile parce que c'est le travail notre argument et les choses ont l'air de bien se passer pour l'instant dans l'équipe à ce titre-là. Et on le sait, il y a eu pas mal d'enchaînements de matchs, hein, notamment pour les Bleus, pour celles qui nous ont dignement représentés, que ce soit Marine Fautou, Marie-Ève Paget, notamment. Ce qui ne se dément pas, c'est l'engouement incroyable et la ferveur. Et ça, c'est le point positif du début de saison, même si on n'avait pas trop de doutes, présidente. L'espace Mitterrand, à chaque fois, est bouillant. Il y a vraiment un engouement sur les réseaux sociaux, en dehors, autour de votre équipe. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Bah, c'est la satisfaction parce que notre entreprise et notre ambition, c'est non seulement de gagner des matchs, mais de créer quelque chose dans l'environnement. On sait que le contexte est morose, pas que dans les défaites de Basketland, mais tout est compliqué. Effectivement, on a la sensation que cet espace François Mitterrand, les soirs de match, c'est une espèce de petite bulle d'apesanteur. Hier soir, on a joué à 6 en deuxième mi-temps contre les Turcs. La salle au premier ballon sur lequel les joueurs se sont jetés, la salle s'est levée. Tout le monde était à l'unisson, 1700 abonnés, les salles se remplissent. Il reste quelques places pour le match de la semaine prochaine contre Skio, mais je suis sûr que ça sera rempli d'ici là. Moi, j'aime avoir ces jeunes, ces moins jeunes, ces anciens, ces nouveaux. Voilà, il y a une vraie belle énergie. Effectivement, c'est l'un de nos arguments. Et d'ailleurs, quelques joueuses turco-américaines hier soir sont venues nous faire une petite tape sur l'épaule à la fin du match en nous disant c'était vraiment une belle salle, quoi. Voilà, et ça donne du plaisir à tout le monde. Et je pense que toutes les actrices ont envie, y compris nos adversaires, ont envie de se sublimer dans ce contexte-là. Ça fait notre marque de fabrique et notre communauté est bien là. Et ça doit être une fierté en tant que présidente, parce que maintenant, quand on pense au sport hollandais, on ne pense pas spécialement en premier à Dax ou au Stade Montois, on pense quasiment tout le temps maintenant à Basketland. Ça, en tant que présidente, je suppose que ça doit vous faire vraiment plaisir. Oui, mais c'est au-delà de moi. Je crois que c'est l'entreprise des pionniers qui ont créé ce club. On va fêter nos 20 ans de la création administrative de Basketland au mois de juin l'année prochaine. On est dans notre 15e saison en Ligue féminine. Je crois que c'est la fierté de tous ceux qui, petit à petit, ont contribué à ça. C'était l'esprit des pionniers, des élus, des partenaires, des dirigeants bénévoles à l'époque qui ont eu cette conviction au fond d'eux que le basket et son emprise dans le département des Landes méritaient un club de haut niveau. On a réussi, nous, à convertir ça en une réalité. Mais oui, c'est la fierté d'un département. Je pense aux dirigeants du comité des Landes de basket, à des dirigeants qui sont passés, qui ont été là. Je pense à des entraîneurs comme Olivier Lafargue, qui est aujourd'hui à Bourges, mais qui sont des gens qui ont eu cette foi au fond d'eux. Et finalement, pour moi, présidente aujourd'hui, c'est une fierté, mais je ne suis que l'héritière de cette histoire-là et le porte-drapeau aujourd'hui. Et donc, je suis fier pour eux et tout le monde est fier de ça. Et autre chose qui vous tient à cœur, je voulais que vous nous racontiez, que vous nous expliquiez surtout en quoi ça consiste, mais le partenariat signé, présidente, avec la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, la MGEN, comme on l'appelle régulièrement, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce partenariat? Ouais, ce partenariat, c'est d'abord un nouveau partenariat majeur et d'ampleur nationale, hein, et en fait, MGN nous rejoint pour venir soutenir aussi ce que l'on ambitionne de faire, bien sûr sur le terrain, mais notre thématique ici, c'est femmes sur tous les terrains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur sociale de ce que représentent nos joueuses dans notre territoire et au-delà doit être une ambition au moins aussi importante que nos résultats sur le terrain. On s'engage sur le rôle de la femme dans la société, sur la santé, alors des femmes ou pas, mais voilà, c'est notre combat. On pense avoir aussi une responsabilité sociale et MGEN, de ce point de vue-là, fait écho et donne une caisse de résonance à ce que l'on veut accomplir. Les joueuses se sont beaucoup investies ces dernières semaines dans l'intersaison un peu longue. Vous avez parlé des internationales, mais les autres étaient au boulot aussi cet été. On a beaucoup agi sur l'intergénérationnel. On va à la rencontre de jeunes handicapés. On travaille sur l'inclusion, sur la politique de la ville. Et c'est une grande richesse aussi parce que ça donne beaucoup de sens aussi ensuite aux joueuses sur ce qu'elles font sur le terrain et sur ce qu'elles représentent. Donc cet aller-retour entre le terrain et l'extra-sportif est important et ce partenariat vient complètement lui donner du crédit à cette ambition aussi, c'est de performer sur et autour du terrain dans notre vie de citoyenne. Pendant les absences des internationales, on a vu pas mal de très jeunes intégrer le groupe. C'est important aussi de leur transmettre, présidente, ces valeurs dès la formation pour qu'il y ait vraiment un esprit différent à Basketland. C'est important et puis c'est surtout une nécessité pour nous. On reste un budget plutôt médian, je dirais, ou moyen par rapport
aux grandes écuries françaises, et je ne parle même pas des écuries européennes. Moi, je me réjouis hier soir, quand c'est un peu dur au deuxième quart-temps, de pouvoir m'appuyer, ou que Julie Barène puisse s'appuyer sur une jeune du centre de formation, Pauline Marast, qui vient de la toute proche région Occitanie, qui est chez nous depuis 6 ans et qui peut donner des minutes là. Je me réjouis de voir des jeunes avec ces expériences-là en Ligue féminine réussir à performer. Je pense à Célia Cardinal qui est partie cette année en Alsace du côté de la SIG, qu'on a prêté en deuxième division et qui cartonne en ce moment, et qui sera peut-être pour nous demain une joueuse pour remplacer Céline Dumerc, Marie-Ève Paget, Marine Fautus. Voilà, c'est ça aussi la force de Basketland, c'est de valoriser l'énergie des jeunes de notre région, de leur donner l'opportunité de grandir près de chez elles sans trop s'expatrier, en leur offrant le meilleur, mais parce que derrière elles peuvent nous amener beaucoup, et en termes d'identité pour le public, c'est quelque chose qui est important aussi. Les gens se reconnaissent aussi parce que ces joueuses-là, ce sont des joueuses de la famille et du territoire et du département. Là, on a parlé des Babylandaises. On a Léa sur nos réseaux sociaux de NATV qui nous demande des nouvelles de celle qui pourrait être la maman de certaines, Céline Dumerc. Léa nous demande, est-ce qu'elle va être bientôt à 100% physiquement, ou est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, c'est en bonne voie. On est avec des mamans, affectueusement, je l'appelle des fois mamie même, parce qu'effectivement, à l'échelle des âges de cette équipe, elle est parfois plutôt du registre des doyennes, mais elle a eu une petite alerte la semaine dernière sur le dos qui l'avait éloignée des terrains l'année dernière. Donc, on prend tout le temps nécessaire. Ça va de mieux en mieux et de jour en jour. Là, ce week-end, elle sera encore pas sur le terrain, parce que si on l'avait écoutée, elle y serait, mais on va vraiment jouer la prudence et plutôt se dire que on sera ravis de la retrouver la semaine prochaine, peut-être contre Skio à l'espace François Mitterrand mardi, mais plus probablement, et avec beaucoup d'importance, sur la réception de La Roche-sur-Yon le 19 novembre. Donc voilà, Céline se connaît bien, elle a besoin aussi d'être complètement en possession de ses moyens pour être totalement performante, et donc on avance tout doucement, mais elle est à l'entraînement, en rééducation, elle travaille là-dessus, donc je pense que d'ici une dizaine de jours, on retrouvera notre Céline en pleine forme. Et on suppose que même si elle est absente des parquets, elle est présente dans le groupe et dans les vestiaires dans cette période où il faut retrouver un petit peu de confiance, et l'expérience de Céline Dumerc peut faire la différence. Oui, mais elle est évidemment hyper importante. On sait que Marine Fautus, par exemple, est le sujet très observé par nos adversaires. Marine, vous l'avez dit, a eu un été chargé, elle est un peu fatiguée physiquement, mentalement, et l'expérience de Céline à ses côtés, même sans être sur le terrain, est hyper importante pour approcher ces moments où c'est plus dur, garder de la lucidité, savoir se mettre dans la bonne énergie au bon moment. Mais quand on a Céline Dumerc dans la maison, on ne peut y trouver que du bon. J'ai même plaisanté hier soir en pensant qu'elle était peut-être la future présidente du club. En tout cas, elle en serait une très belle candidate. Bon, pas pour tout de suite, on va vous garder encore un petit peu. En tout cas, dernière question pour vous, présidente, parce qu'on sait que vous avez du travail, et vous nous accordez déjà un petit peu de temps pour le Nasport Show, mais samedi, ça va pas être évident. On sait que se déplacer à Charleville-Mézières, c'est toujours compliqué. C'est une équipe qui ne lâche rien, mais ça serait quand même le moment idéal peut-être pour avoir le déclic. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais vous l'avez dit, Charleville-Mézières, c'est une équipe, c'est notre championnat en fait. C'est ce genre d'équipe qu'on connaît depuis longtemps d'abord, puisque à quelque chose près, elles ont dû nous suivre dans la montée en Ligue féminine à l'époque, et on avait dû jouer contre elles en Ligue 2 à l'époque, notre montée en Ligue féminine. C'est une équipe dont on connaît les attributs, très implantée dans une salle et un territoire lui aussi très soutien. Donc la salle est une salle compliquée. C'est une équipe qui nous présente toujours des problèmes, et réciproquement, donc mais qui est comme nous en ce moment un peu en construction et en reconstruction, avec comme nous les petits pépins d'avant-saison, les blessures sur des joueuses majeures qui viennent contrarier à la préparation. Donc elles chercheront la même chose que nous samedi, une première victoire en Ligue féminine à domicile. Nous, les joueuses vont avoir droit à un long voyage, parce que ça présente aussi l'inconvénient d'être assez loin, donc elles partiront demain matin très tôt pour essayer d'être le plus reposé possible samedi, avoir le temps d'entraînement sur place demain. Mais évidemment, on pense tous la même chose. Cette deuxième mi-temps de demain soir, elle va nous permettre d'avoir l'intensité samedi et le bon niveau d'intensité pour aller espérer effectivement décrocher une première victoire là-bas, qui serait un vrai bonus et un vrai joker pour réparer ce qui, pour moi, jusque-là en championnat, est le gros caillou dans la chaussure. C'est cette première défaite à Toulouse, qui, dans la manière et dans le résultat, n'a pas forcément créé la confiance nécessaire. Donc une victoire à Charleville viendrait certainement
réparer ça comptablement, mais aussi sûrement dans les têtes. Et on y espère ce petit déclencheur après lequel on court depuis 15 jours. Et ce sera samedi, déplacement à Charleville-Mézières en championnat. Et puis vous avez entendu la présidente de Basketland, Marie-Laure Lafargue. Dépêchez-vous, courez sur le site internet de Basketland, allez du côté de la billetterie parce qu'il reste très peu de place pour le 4e match maintenant d'Euroleague et il faut profiter de cet engouement incroyable et aller vivre l'expérience si vous n'y êtes jamais allé. Allez du côté de l'espace Mitterrand, soutenir Basketland. Merci beaucoup, présidente, d'avoir été l'invité du Nasport Show. Merci à vous de nous suivre comme ça. Merci beaucoup. Basketland qui aura l'occasion de décrocher sa première victoire de la saison samedi à 20h. Ce sera en championnat et ce sera à Charleville-Mézières sur le parquet de Flamme Carolo, le club qui n'a pas encore gagné en championnat tout comme Basketland mais qui a fait le plein de confiance cette semaine en Coupe d'Europe. Vous le voyez, victoire écrasante, 120-46 face à Brno. Attention donc au réveil en championnat de Flamme Carolo pour ce match décisif déjà pour les joueuses de Basketland. Et puis concernant les hommes, toujours en basket, pas de Betclic Elite ce week-end puisque c'est actuellement la trêve internationale. Il y a un match de l'équipe de France qui va jouer face à la Lituanie. Ce sera demain à 18h30 en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde avec les grands débuts attendus en bleu. Vous le voyez sur l'affiche de la rencontre du futur numéro 1 de la draft, Victor Wembanyama. D'ailleurs, on referme la page basket avec une image insolite qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez cette image grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault. À gauche, vous avez Andrew Albici, le meneur, 1m78. À droite, Victor Wembanyama, 2m21, 43 cm donc de différence, mais un sourire en commun et on l'espère, des automatismes sur le parquet pour le match face à la Lituanie. Dans un instant, le Nasport Show revient pour parler football et nouvelles technologies avec l'ancien international français Steve Savidan. On va parler aussi rugby avec les situations à Bordeaux et à La Rochelle des coachs Christophe Furios et Ronan O'Gara. Ne bougez pas, le Nasport Show, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show comme tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV pour les fans de sport qui habitent en Nouvelle-Aquitaine. Et la suite du Nasport Show, c'est le football. Et nous sommes particulièrement heureux d'accueillir dans le Nasport Show un homme qui a marqué au total 128 buts dans sa carrière. Il compte une sélection avec les Bleus. C'était en 2008 face à l'Uruguay. Il avait remplacé à l'époque un certain Nicolas Anelka. Il a entraîné le FC Bassin d'Arcachon et fait encore trembler les filets en amateur avec les vétérans du stade bordelais. Son surnom, c'était Savigol. Vous l'avez bien sûr reconnu. Steve Savidan est avec nous dans le Nasport Show. Bonsoir Steve. Bonsoir Benji. Steve qui est avec nous parce qu'il vient d'être nommé ambassadeur de VO. Il va falloir que tu nous racontes un petit peu cette nouvelle aventure. On sait que tu es toujours au taquet, comme tu le dis sur les réseaux sociaux. Tu multiplies les activités depuis ta retraite et ta reconversion. Steve, en quoi consiste ce nouveau rôle ? Eh bien, en fait, j'ai été contacté cet été pour devenir ambassadeur sur tout le territoire français de la marque VO, une marque danoise qui a comme produit une marque intelligente, de caméras intelligentes, surtout sportives et j'insiste bien multisport. Et donc, j'ai fait un peu le tour de France avec eux dans des stades de Ligue 1 et de Ligue 2, dont Bordeaux. Donc, on a fait Nancy, Angers, Bordeaux et Marseille. Et en fait, c'était d'aller au contact des clubs qui s'inscrivaient, venir faire une présentation. Et j'y ai trouvé un intérêt professionnel.
puisque la démarche de VO, c'est de démocratiser, on allait dire, la captation et l'analyse vidéo professionnelle qui est faite dans les clubs professionnels, de la démocratiser et de la ramener au plus près des clubs et des clubs amateurs. Ouais, ça ne s'intéresse pas qu'aux clubs professionnels, ça s'intéresse aux clubs amateurs. D'ailleurs, la preuve, samedi, vous allez être, Steve, avec le district des Pyrénées-Atlantiques, dans les Pyrénées pour une démonstration auprès d'un club, c'est ça? Ouais, donc on a été contacté, donc j'ai été contacté en fait via il y a des amis sur Bordeaux et on va alors je vais peut-être me tromper mais c'est à Savignon, non Savagnon ou Sauvagnon, voilà c'est ça Sauvagnon dans le Béarn et en fait ils m'ont contacté et en fait c'est ce que je propose, c'est pas simplement que de faire une prospection de vente. C'est aussi de réunir un maximum d'éducateurs, de RTJ, de présidents, autour d'une réunion technique orientée sur l'analyse vidéo. Et bien sûr, bon après il y a une action commerciale et il faut pas s'en cacher. C'est de dire bon ben voilà, nous on a un produit à vendre, à vous proposer et qui remplit beaucoup de critères justement qui sont souvent des problématiques dans le foot amateur. Toi, tu as vu cette évolution, évidemment, puisque tu as été professionnel il n'y a pas si longtemps, Steve. Tu penses que dans l'avenir, tous les clubs professionnels et amateurs vont avoir recours régulièrement à la vidéo? Alors je ne le pense pas, j'en suis totalement sûr. En fait, une des phrases souvent, c'est parce que quand j'intervenais sur les clubs pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine, souvent ce que j'entendais, et j'entends ça beaucoup de fois, c'est de dire bon, on fait ça depuis 20 ans et ça fonctionne pas trop mal, donc pourquoi changer? Bon, ma réflexion, elle s'est portée forcément sur ces réflexions multiples et à travers la France, et c'est de se dire en fait le foot évolue, mais surtout les pratiquants et les pratiques aussi. Donc c'est de se dire, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr. C'est un petit peu la réflexion des années 2000 et de se dire Internet c'est l'avenir. Bah, la vidéo, en fait, c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui. Alors la vidéo, on peut la voir sur plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect technique éducatif, c'est-à-dire que pour un entraîneur, pour faire passer un meilleur message ou un message ciblé, on s'est quand même rendu compte que la visualisation d'images avait une grande importance. Et voilà, il y a eu des, euh, des projets et surtout beaucoup de professeurs se sont posés là-dessus, sur le fait que la visualisation avait presque autant d'importance que l'action. Donc on apprend autant en regardant, en analysant, en faisant. Donc ça, c'est une méthode d'apprentissage, donc sur le côté éducatif. Il y a le côté aussi plaisir. Les parents, il faut penser aux parents, aux jeunes. Le principe aussi de se voir, de se regarder, de garder ses souvenirs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Il y a le côté live que VO propose. Alors là, c'est plus sur le côté, j'allais dire, business plan d'un club. J'ai un exemple, c'est dans la Ligue Grand Est, quand on est revenu à Nancy, il y a un président, 36 ans, et puis il a acheté sa première caméra il y a 5-6 ans, pardon, il y a 3 ans. Et en fait, il l'a acheté pour son équipe première. Puis en fait, bah, voilà, il a pris l'abonnement live et il s'est dit, mais je vais diffuser les matchs de mon équipe première qui joue à l'extérieur, au niveau régional, mais je vais les diffuser que dans mon clubhouse. Ah ouais, bah, ça veut dire qu'en fait, son clubhouse marche tous les week-ends. Et ben cette année, il a racheté 4 caméras et il les a affectées à groupes de catégories, donc école de foot, pré-formation, formation, en tout cas tous les cycles d'âge et de tranches d'âge d'un club de foot. Et en fait, bah voilà, il a mis une caméra à disposition de tous ces groupes et tous les gamins et gamines sont filmés, gardent leurs vidéos, les parents aussi, les éducateurs gardent les vidéos parce que on a un endroit de stockage et facilitant avec un accès permanent. Et donc ça, c'est tout le côté un petit peu proposition qu'on peut faire. Maintenant, c'est surtout ce que ça peut éventuellement régler, le côté sécuritaire autour des bords de terrain, parce que
Tout le monde n'a pas forcément de preuves éventuellement d'actions néfastes qui se passent autour des terrains. Peut-être même sur le terrain, à l'avenir, ça pourra devenir en commission d'arbitrage ou d'appel des preuves. Ça rassure aussi peut-être l'arbitre d'être filmé et peut-être même aussi en termes éducatifs. Moi, j'ai vu beaucoup d'arbitres demander, parce que VO est déjà présent sur le territoire, un arbitre demander le lien de la vidéo pour progresser en fait, pour s'analyser. Donc, en fait, toutes les composantes qui sont autour d'un club sportif, et je ne parle pas que du foot, hein, j'insiste bien là-dessus, s'y retrouvent en fait. Et je me dis, il n'y a pas que l'analyse technique du milieu professionnel, ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et sur lequel on peut se former sur l'analyse vidéo. Mais en tout cas, il y a tous les aspects qui m'amènent à dire que ce n'est pas un coût, c'est surtout un investissement pour un club. Et en tout cas, Steve est un super ambassadeur pour VO. On sent que Steve, en plus, maîtrise ses outils parce qu'on le voit sur tes réseaux sociaux. On l'a vu beaucoup pendant le confinement, d'ailleurs, avec des petites vidéos pour garder les gens au taquet, comme tu le dis souvent. Ça continue quand même parmi tes nombreuses activités, Steve, le côté préparateur mental et physique? Alors, toujours, en fait, après, avec le Covid, ça a été compliqué de retrouver une structure qui pouvait m'accueillir en tant qu'entraîneur ou voire directeur sportif. Hein, je me suis orienté aussi là-dessus autour de Bordeaux, en tout cas dans la Gironde. Donc ça a été difficile. Et puis je me suis orienté, comme tu le disais, sur le coaching sportif individuel. Et c'est de ramener de façon, j'allais dire, non élitiste, en démocratisant toujours pareil la pratique sportive non contraignante. De se dire on est capable de faire du sport ensemble, il faut simplement avoir une bonne méthode. Donc moi c'est ce que je fais. Et puis après il y a mon coaching, l'accompagnement mental que je fais sur les entreprises et sur les sportifs de haut niveau, mais aussi sur les sportifs en général. Donc c'est une multicasquette et j'aime bien ça. Et est-ce que tu es toujours au taquet aussi le week-end, le dimanche sur les terrains? Parce que tu nous le disais en off, tu es avec les vétérans du Stade Bordelais. Ah oui, je suis avec les vétérans du Stade Bordelais. Alors il y a une particularité à ce championnat, parce que c'est l'un des seuls championnats de France privés. Donc c'est avec la Ligue Celtique, qui a été créée il y a plus de 50 ans, donc bien avant moi. Et il y a encore des premiers licenciés de cette ligue qui participent au bureau. Et en fait, c'est un championnat avec une organisation interne. Et c'est vraiment top parce que des fois, on peut gagner des points en ayant des bonnes notes de convivialité faites par l'adversaire. Donc ça, j'aime bien ça. Et tu me connais depuis très longtemps, Benji. Et tu sais que je porte un angle très particulier sur la convivialité autour du sport. Ouais, ça, tu dois rapporter des points à l'équipe en plus des buts sur la convivialité. Oui, j'en rapporte pas mal. C'est vrai. Et comme j'en rapporte aussi un petit peu quelques-uns modestement avec quelques buts que je marque un peu le week-end quand même. Bon voilà, on arrive quand même à bien s'amuser et surtout ça bien le principal. Et on te voit sur les réseaux sociaux aussi être toujours friand de l'actualité sportive parce que je t'ai vu à côté du hashtag Bordeaux en centre-ville de Bordeaux pour la Coupe du Monde de rugby. Je suppose que c'est un rendez-vous, tu l'as dit, que tu attends avec impatience. Ouais, moi je suis fan de toutes ces grandes compétitions en fait, on va dire les phases finales. C'est vrai que je suis pas coutumier du fait de m'installer forcément tout le temps dans mon canapé et puis regarder un match à la télé. Mais même peu importe l'activité, il faut vraiment que j'y ai une connaissance, un attrait. Mais par contre, les phases finales, quand c'est des très grands rendez-vous, là comme la Coupe du Monde qui va commencer dans pas longtemps, la Coupe du Monde de football, il va y avoir la Coupe du Monde en France de rugby, il va y avoir les Jeux Olympiques. On a 3 ans quand même magnifiques en termes de grands événements sportifs, dont quand même 2 en France. Donc moi, voilà, qui habite à Bordeaux et qui vais avoir la chance, et puis je connais quelqu'un au rugbyman aussi, donc je sais qu'on va passer aussi quelque chose de très convivial. Ouais, ça va être très convivial et ça va être effectivement pour la ville de Bordeaux et les amateurs de rugby un super rendez-vous, la Coupe du Monde 2023. Avant ça, il y a évidemment la Coupe du Monde de football et dans l'actualité, il y a eu la liste hier soir
de Didier Deschamps. Récemment, on avait à l'antenne Lionel Charbonnier qui nous disait que lui était très inquiet et pessimiste sur les chances des Bleus de remporter le mondial. Toi, on sait que tu as toujours la banane et toujours l'optimisme. Steve, rassure-nous. Alors, j'ai même pas besoin de vous rassurer, c'est simplement de se dire que Didier Deschamps a fait des choix et j'ai regardé sa conférence de presse. Je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai même trouvé très à l'aise. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines à Bayonne pour un match de foot avec le Variété à l'Aviron Bayonnais. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé très rassurant, très calme, pas du tout énervé. Je l'ai même vraiment trouvé très à l'aise hier pendant sa conférence de presse. Et je trouve que son équipe, on s'en rappelle pas, mais en 2018, c'était pratiquement pareil. Hein. C'est des joueurs qui sont quand même installés dans des très grands clubs européens. Quand je pense au petit Camavinga, il joue au Real de Madrid quand même. On se rappelle de N'Golo Kanté quand il commençait, après son parcours de Caen, il arrivait sur Chelsea. Il n'avait pas encore vraiment tout confirmé non plus. Il y avait peut-être éventuellement Pogba, je parle des absents en tout cas, qui lui était déjà depuis très longtemps quand même installé sur les grands championnats européens. On va dire éventuellement une surprise, c'est Verretou, mais c'est pas forcément une surprise. Il est là dans les derniers rassemblements. Il peut pas prendre 55 joueurs, hein, comme il le disait hier. Moi, je trouve quand même que j'écoute depuis 24 heures, à peine 24 heures, j'écoute tous les commentateurs, les consultants qui trouvent une inquiétude. Je vous rassure, vous n'existez pas que parce que vous êtes critique envers l'équipe de France et vous ne validez pas éventuellement le process de l'équipe de France avec Didier Deschamps. On peut quand même exister et avoir un avis complètement différent de la masse et de se dire que on fait confiance au sélectionneur autant qu'on lui fait confiance en 2018. Donc voilà, c'est à la limite, je veux bien à la limite qu'on ait un petit peu des avis, je dirais un peu divergents, mais surtout pessimistes. C'est par rapport éventuellement à l'Euro. Mais je vois, on a fait un Fana Ulfort, voilà, qui était quand même très encourageant. On a des joueurs qui sont quand même en forme. Mine de rien, cette Coupe du Monde en milieu de saison, bah, elle est pour tout le monde. Les joueurs sont préparés. Moi, je m'inquiète plus, c'est pour l'après Coupe du Monde, pour les joueurs en individuel, physiquement. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète. Pendant la Coupe du Monde, ils vont être là. Il n'y a aucun souci. C'est quand même la Coupe du Monde. Et moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Bon, tu nous as rassuré, Steve. On va pouvoir conclure là-dessus. Steve, toujours au taquet et toujours optimiste. Et c'est aussi pour ça qu'on aime l'avoir avec nous dans les émissions. Merci beaucoup, Steve. Et évidemment, on rappelle l'événement ce week-end, si vous êtes du côté des Pyrénées-Atlantiques, la venue de VO du côté de Sauvagnon, c'est ça? Oui. Donc oui, on va parler football, on va parler plaisir, passion, parce que là, on va être entre passionnés. Et puis, ça me fait plaisir aussi d'aller. Je voyais avec l'organisateur, il me disait, bah oui, mais Steve, on va en profiter en même temps avec les enfants. Voilà, bon, même s'ils ne te connaissent pas, ils ont vu certaines vidéos, mais on va en profiter parce que, bah, dans le Béarn, on n'a pas forcément tout le temps le plaisir d'accueillir, voilà, des anciens joueurs professionnels. Bah, c'est ça aussi, c'est d'aller au plus près des licenciés, au plus près des jeunes, parce que la transmission ne se fait pas que dans les grandes villes et les métropoles. Elle se fait, et on le voit encore plus aujourd'hui dans la vie globale. Il faut revenir à des choses essentielles. En tout cas, pour ma part, moi, je m'en suis pas forcément beaucoup écarté. Mais en tout cas, il y a la confirmation, et certaines personnes ont encore la confirmation il faut aller au plus près et au plus petit. Et c'était important de le rappeler. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Steve. Et n'oubliez pas, hein, faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux et soyez toujours au taquet. On vient d'en parler avec Steve Savidan. C'était l'événement attendu hier. La liste de Didier Deschamps est tombée à 10 jours maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde de football évidemment. Le Bayonnais qui a convoqué 25 joueurs dans cette liste orpheline de Mike Maignan, de Paul Pogba ou encore d'N'Golo Kanté. 3 gardiens de but ont été appelés, Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Du côté des défenseurs, ils sont 9, les frères Hernandez, Lucas Eteo, Presnel Kipembe, Ibrahima Konaté, le joueur de Liverpool, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot
Upamecano et Raphaël Varane. Du côté des milieux de terrain, ils sont 6. Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et Jordan Verretou. La petite surprise du chef, le joueur de l'Olympique de Marseille. Et puis 7 attaquants, le Ballon d'Or, Karim Benzema, le Munichois Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud est bien là, aux côtés d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé et de Christopher Nkunku, le joueur du Red Bull Leipzig en Allemagne. Toujours concernant l'actualité du football, mais cette fois le football féminin, l'équipe de France va jouer demain soir au stade José-Rico Pérez en amical contre la Norvège. Ce sera à 21h10 heure française. Et pour ce match, Corinne Diacre, la sélectionneuse nationale, a appelé plusieurs Bordelaises avec 2 gardiennes des Girondins, Mylène Chavas et Justine Leron, mais également la défenseur Julie Thibault, la milieu de terrain Ella Palis et l'attaquante Maëlle Garbino. Maëlle Garbino, vous la voyez, appelée pour la première fois en bleu grâce à son début de saison canon en D1 Arkema. 5 buts en 7 matchs pour celle qui se classe deuxième derrière la Parisienne Kadi Diatou Diani. On a hâte de voir les premiers pas de Maëlle Garbino sous le maillot bleu avec ce match donc amical face à la Norvège demain soir 21h10. Dans un instant, la suite du Nasport Show, on va évoquer l'actualité du rugby. L'actualité du rugby est nombreuse avec le 15 de France dévoilé par Fabien Galtier avant d'affronter les Springboks de l'Afrique du Sud samedi soir au stade Vélodrome à Marseille. Il y a bien sûr des néo-aquitains dans cette équipe de France, on en parlera tout à l'heure. Et puis on parlera de la situation des entraîneurs du top 14 en Nouvelle-Aquitaine. Christophe Furios est de plus en plus menacé. On parle d'une arrivée probable de Yannick Bru, l'ancien coach de l'Aviron Bayonnais. Ronan O'Gara, lui, rêve peut-être d'entraîner le 15 de la Rose. On va en parler dans un instant avec Florian Sabatier, notre correspondant en Gironde. Si vous aimez le rugby, restez avec nous dans le Nasport Show. Il y aura du rugby, mais également la route du Rhum avec Jean-François Pibre. Ne bougez pas, on revient dans un instant. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine.
Il est grand temps d'ouvrir la page consacrée au sport où ce n'est pas possible de faire des sans contact. C'est le rugby. Fabien Galtier a annoncé la composition du 15 de France pour défier l'Afrique du Sud. Ce sera, on le rappelle, à l'Orange Vélodrome samedi à 21h. Voici le 15 en images. Vous le voyez en infographie grâce à Paul Maison-Regnault et à Clément Darbieux. Première ligne composée de Cyril Bay, de Julien Marchand et de Winnie Antonio, le Rochelet, qui sera donc au poste de numéro 3. En deuxième ligne, on retrouve l'ancien Bordelais Cameron Wauquiez associé à Thibaut Flamand. Anthony Jelonche en 6, Greg Aldrit en 8 et Charles Olivon en 7. La charnière Antoine Dupont, Romain Ntamak. Antoine Dupont qui sera d'ailleurs capitaine de ce 15 de France. C'est la 18e fois déjà en bleu que les deux hommes sont associés, Dupont et Ntamak. Pas de Mathieu Jalibert qui sera donc, lui, sur le banc des finisseurs. Sur les ailes, Yoram Moefana en 11, Damien Penaud en 14. Et puis la paire de centres composée de Danty et Ficou, puisque Jonathan Danty a eu l'heureux plaisir d'être papa cette semaine. Il a filé à La Rochelle rejoindre son épouse avant de revenir du côté de Marcoussis et sera bien titulaire face à l'Afrique du Sud. Et puis en 15, ce sera Thomas Ramos. Sur le banc des finisseurs, Movaka, Reda Vardy qui sera lui aussi tout heureux d'effectuer sa première feuille de match chez les Bleus. Le Rochelet donc pour la première fois sur une feuille de match. Falatea sera également sur le banc, tout comme Taofi Fenoua, Chaluro, Macalou et les Bordelais, Lucu et Jalibert. Match donc du 15 de France samedi soir 21h à l'Orange Vélodrome face à l'Afrique du Sud, avec le record qui peut continuer d'être explosé pour cette équipe de France de Fabien Galtier. L'actualité du rugby, c'est aussi le top 14 avec une valse des entraîneurs annoncée en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a une grosse rumeur qui commence à enfler concernant Ronan O'Gara qui pourrait accepter de prendre en charge le 15 de la Rose ou pourquoi pas le 15 du Trèfle chez lui en Irlande. Et puis surtout, il y a une rumeur qui enfle concernant la situation tendue entre Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, et Christophe Furios, le manager général de l'UBB. Pour en parler, on retrouve en Gironde notre correspondant Florian Sabatier. Salut Florian. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et tous. Florian, c'est une rumeur qui enfle de plus en plus du côté de la Gironde et de Bordeaux-Bègles. Quid d'un départ anticipé de Christophe Furios? On en parle de plus en plus dans les médias depuis que l'information a été sortie par nos confrères du journal Sud-Ouest. Est-ce que le climat est serein autour de l'UBB en ce moment? On va dire que déjà, rien qu'au niveau des résultats depuis le début de la saison, c'est quand même un petit peu compliqué. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde un petit peu tout le côté management de la saison dernière, des saisons précédentes aussi, on voit que c'est un petit peu compliqué. Hein. Si Cameron Wauquiez est parti de l'UBB à la saison dernière, on va dire que Christophe Furios n'est pas non plus étranger à ça. Les petits problèmes aussi avec certains du vestiaire comme Mathieu Jalibert. Donc, et là maintenant, on apprend via nos confrères de Sud-Ouest que finalement il y a des relations qui sont un petit peu tendues entre Laurent et Marty et Christophe Furios. Finalement, ça ne surprend pas grand monde, hein, parce que c'est vrai que on avait aussi quelques confrères aussi de ARL qui nous expliquaient que bon oui, ça serait une saison un petit peu compliquée parce que voilà, il y a du monde qui est parti qui était important. Certains devraient rester, mais si jamais aussi Christophe Furios reste, ça pourrait changer pas mal de choses. On a tendance à dire que c'est vrai que Christophe Furios reste allé 3 ans maximum dans un club, et là je pense qu'on arrive quasiment à date anniversaire pour l'ancien manager notamment du Castres Olympique. On a l'impression qu'il y a encore quand même des stigmates de la saison dernière. Certains s'étonnaient en début de saison que l'on reparte avec Christophe Furios à la tête du club. On sait que ce sont deux caractères très francs. D'un côté Laurent Marty, de l'autre Christophe Furios. Tu le disais, on est presque à la fin d'un cycle. En fait, ce n'est même pas tant le classement. On rappelle, hein, l'UBB est actuellement 11e de top 14. C'est vraiment le relationnel et le binôme Marty-Urios plus que les résultats du début de saison qui est en train peut-être de coûter la place du manager Bordelot-Béglé.
Oui, parce que c'est vrai que finalement, si on regarde un petit peu le classement, bon, Bordeaux a quand même 5 points, il me semble, d'avance sur l'USAP Perpignan. Donc, c'est vrai va y avoir cette rencontre-là qui va arriver aux alentours du 26 novembre, donc d'ici 15 jours. Et on va dire que cette rumeur qui vient de tomber n'arrange pas forcément les choses pour gérer ce match-là, parce que ça sera quand même un match à enjeu. Est-ce que Bordeaux, par exemple, est taillé normalement, oui, pour un maintien en top 14, mais c'est vrai que si les résultats continuent, on va pas forcément parler d'être dans les 6 premiers, mais on va plutôt regarder la fin du classement. Donc, effectivement, on peut se dire que Bordeaux est, on va dire, au-dessus de la ligne de flottaison et peut faire tranquillement sa saison, mais il faut aussi pas oublier que depuis que Laurent Marty est à la présidence du club, le club a généralement fait toujours beaucoup de marches en avant et de paliers succédés, et c'est vrai que là on sent là véritablement, je serais tenté de dire, la fin d'un cycle pour Christophe Furios, parce qu'on le rappelle aussi, on va dire ce qu'il fait de manière extra sportive, que ça soit ce patrimoine du vin avec notamment avec son père, ce qui se passe aussi un petit peu avec RMC et autres. Laurent Marty voudrait un manager qui soit beaucoup plus présent. Et on se rappelle qu'il y avait eu un petit imbroglio, notamment avec Raphaël Ibanez à l'époque. Pour rappel, le manager de l'époque de l'UBB n'assistait pas forcément à toutes les rencontres de son équipe en challenge européen, parce que pour la bonne et simple raison qu'il commentait ces matchs-là pour France Télévisions. Donc, faudra voir si on se tourne pas vers une même finalité finalement, c'est-à-dire essayer de trouver quelqu'un d'autre et avant la fin de la saison, parce qu'on rappelle qu'on est que finalement que début novembre, et on parle déjà de changer de coach, que ça soit une solution en interne ou un autre coach français, parce que ça m'étonnerait quand même que Laurent Marty décide d'utiliser un coach étranger, parce qu'on rappellera que ça s'était pas très bien passé avec Rory Tig il y a quelques saisons de cela. Et il n'y a pas de fumée sans feu, tu as raison de le préciser. On évoquera tout à l'heure les rumeurs qui fleurissent déjà pour le nom du remplaçant. Il y a un candidat qui arrive favori, mais juste, est-ce qu'il ne paye pas aussi un peu, Christophe Furios, la situation autour de Mathieu Jalibert? Parce que tu le disais tout à l'heure, Cameron Wauquiez est parti, il y a eu des départs importants. On pense à Paiva ou à Solteni du côté de La Rochelle. Il y a eu le départ de Wauquiez très important. Là, Mathieu Jalibert qui se pose beaucoup de questions. L'UBB n'est pas sûr de le garder. Est-ce que là, Laurent Marty est en train de se dire ouh là là, on va perdre tous les joyaux, les bijoux de la couronne? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de suite parler d'un départ d'Urios pour pouvoir garder la pépite Jalibert? Bah, je pense qu'il y a un peu de ça, malheureusement, parce que pour la bonne et simple raison que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière avec Cameron Wauquiez, il faut dire quand même c'est très rare de voir un joueur célébrer déjà un essai et en faisant des chutes en célébrant, parce que bon voilà, on sait très bien pour qui c'était pour Christophe Furios, et des fois c'est vrai que ce type de management, malheureusement, c'est-à-dire que c'est à la fois tout et à la fois rien. Tout peut bien fonctionner, et on l'a vu avec Christophe Furios, que ça soit du côté d'Oyonax, où il avait quand même réussi à mettre ce club dans le top 6. Il y a eu quand même ce bouclier de Brennus qu'il ne faut pas oublier, avec aussi le Castre Olympique, donc pour preuve que cette méthode fonctionne, et que c'était pour ça aussi que finalement Christophe Furios avait entre guillemets coché toutes les bonnes cases pour signer à l'UBB, parce que ça permettait à la fois pour lui de passer un palier, d'être dans un club beaucoup plus hypé que le Castre Olympique, mais aussi pour l'UBB pour leur permettre de franchir un palier. Le palier a été
entre guillemets un petit peu franchi parce qu'il y a eu quand même cette demi-finale de top 14 la saison dernière. Il y avait cette première place pendant le Covid qui avait quand même été remarquable. Mais des fois, on arrive quand même à la fin d'un cycle et il faut de temps en temps changer les hommes, que ce soit au niveau du côté de l'organigramme du staff de l'équipe qu'au niveau des joueurs. Et là, je pense que si vous voulez pas perdre, on va dire un joyau comme Mathieu Jalibert, parce que Cameron Rookie déjà c'était un départ assez lourd et important. Là, c'est pas que ça ferait ce serait pas la goutte qui fasse déborder le vase, mais on s'en rapproche un tout petit peu quand même. Ouais, ça serait quand même dommage de perdre Mathieu Jalibert, le numéro 10 de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. On va parler dans un instant du nom qui arrive en tête pour éventuellement succéder à Christophe Furios, puisqu'on le rappelle, rien n'est officiel pour l'instant et on est seulement en début de saison du côté du top 14. Ce qui est dommage, Florian, c'est qu'on a l'impression que dans le sport, ça se joue souvent à un coup du destin, l'évolution d'un club et puis le destin d'un coach. Là, c'est clairement le cas parce que tu le rappelais, on n'est pas passé loin du côté de Bordeaux d'un titre historique, d'une finale, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Et on a l'impression que tous les éléments ont été contraires pour Christophe Furios. Oui, tous les éléments ont été contraires. C'est vrai qu'il y avait eu cette finale de challenge européen qui avait été plutôt intéressante. Alors après, c'était compliqué parce que on va dire que le calendrier était un petit peu complexe. On se rappelle que c'était au mois d'octobre 2020 et finalement ça a été une défaite à l'arrivée parce que voilà, il y avait eu énormément de matchs. Enfin, on était à la fois sur la fin de la saison dernière, puis le début de la nouvelle. Donc ça a été un petit peu compliqué pour Christophe Furios. Et la saison dernière, on avait le sentiment qu'en gros, voilà, ils étaient partis en mission commando, en mission bouclier Brennus, clairement. Et ça s'est joué finalement sur des micro-détails sur cette demi-finale, notamment contre Montpellier, qui gagnera après le bouclier de Brennus la saison dernière. Donc c'est vrai que toutes les planètes n'ont pas été alignées au bon moment pour Christophe Furios. Mais il faut dire que là, quand même, il y a des raisons de s'inquiéter un petit peu parce que beaucoup de joueurs, comme vous le disiez, Benjamin, sont partis. D'autres sont arrivés. Je pense notamment à Zach Holmes du Stade Toulousain qui a eu quand même quelques blessures, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un début de championnat compliqué. Il y a ce match contre Toulouse, on ne cesse de le rappeler, lors de la première journée, qui a forcément fait un petit peu du mal dans les têtes parce que l'UBB tenait la dragée haute au stade toulousain. Donc ça s'est vraiment joué à rien. Donc maintenant, on verra qui prendra la suite ou non, parce que pour l'instant, comme vous le disiez justement, Benjamin, on n'est qu'au stade des rumeurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu déjà de communication officielle de la part du club. Il n'y a pas eu encore de démenti de la part du club sur on va dire les relations tendues entre le président et le coach de l'UBB. Mais à mon avis, plus les semaines vont passer et si défaite il peut y avoir, notamment contre l'USAP, ce qu'on n'espère pas évidemment, ça pourrait encore faire couler beaucoup d'encre. Et là, on voit sur les images proposées par notre réalisateur Paul Maison-Rognaud, notamment Jefferson Poirot, hein, qui récemment a fêté son anniversaire et qui, on le sait, prend de plus en plus d'importance. Si jamais il y a une sorte d'autogestion, il pourra peut-être être l'homme qui guide ses troupes vers la rédemption. On parle beaucoup. Alors évidemment, il y a depuis l'information révélée par nos confrères du journal Sud-Ouest, tous les journaux spécialistes du monde de l'Ovalie ont tenté de creuser un petit peu et il y a un homme qui revient avec insistance pour prendre la succession éventuellement de Christophe Furios. C'est un homme qui est libre ou presque, puisqu'il est du côté de l'Afrique du Sud en ce moment. C'est Yannick Bru qui a réalisé un travail exceptionnel avec l'Aviron bayonnais, qui a décidé de quitter Bayonne, remplacé par Grégory Patate. Et on parle même d'un tandem Bru-Giroud. Est-ce que là aussi en Gironde, Florian, il y a les mêmes bruits qui circulent ?
Il y a les mêmes bruits qui circulent effectivement. C'est vrai que bon là pour l'instant on a quelques petits noms. Il y a eu aussi le nom. Alors ça fait partie des fantasmes et des rumeurs là aussi de Quesada. Pourquoi pas aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant il y a le premier nom que vous avez cité Benjamin qui est finalement l'un des noms qu'on entend le plus souvent. Mais à mon avis je pense qu'on aura aussi des droits de réponse peut-être de la part de Christophe Furios lors de la prochaine conférence de presse, notamment sans doute peut-être mardi de la semaine prochaine pour aussi donner son son de cloche. Est-ce que finalement les informations de Sud-Ouest sont avérées et sont vraies ou sinon est-ce qu'il bottera en touche entre guillemets et décidera de faire de la langue de bois, mais ça m'étonnerait de la part de Christophe Furios qui nous a toujours habitués à répondre en conférence de presse avec toujours un ton assez péchu. Donc on verra dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est sur un dossier très embryonnaire pour l'instant pour l'UBB. Une chose est sûre, en tant que journaliste, on va entrer en salle de conférence de presse sur la pointe des pieds parce qu'il y a une chance sur deux que Christophe Furios, il ait les dents aiguisées lors de la prochaine conf. Et en tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour Mathieu Jalibert si le tandem Yannick Bru, Thibaut Giroud arrive du côté de la cité girondine parce qu'il paraît que les relations sont très bonnes et même très proches entre Mathieu Jalibert et Thibaut Giroud, préparateur physique, on le rappelle, du 15 de France, donc qui côtoie régulièrement Mathieu Jalibert du côté de Marcoussis. Merci beaucoup Florian pour toutes ces informations. Merci Benjamin. Autre entraîneur du top 14 et de la Nouvelle-Aquitaine qui pourrait nous quitter en fin de saison, c'est Ronan O'Gara, puisque là aussi les rumeurs se multiplient. Ronan O'Gara qui a donné une interview à nos confrères du Times hier. Ronan O'Gara intéressé par le poste de sélectionneur de l'Angleterre après la Coupe du Monde 2023. C'est lui qui a déclaré cet intérêt. On le rappelle, il entraîne actuellement les Barbarians britanniques qui vont affronter les All Blacks. Ce sera samedi pour ce match de prestige entre les Barbarians britanniques et les All Blacks. Et Ronan O'Gara qui va pouvoir observer ses joueurs pendant cette rencontre puisque beaucoup de Rochelais ont été sélectionnés avec les Babas. Vous le voyez sur cette infographie. Antoine Asteuil, l'ancien Palois, est là, tout comme Teddy Thomas. Tawera Kerbarlo qui va affronter ses compatriotes, ça va lui faire tout drôle. Romain Sazi, le shérif de l'Atlantique, sera bien lui aussi avec les Babas, tout comme les Sud-Africains Dylan Leyds et Raymond Roule qui ne joueront pas face au 15 de France. Et puis Georges-Henri Colombe sera là également. Donc Ronan O'Gara qui va pouvoir compter sur ses Rochelais pour tenter de battre les All Blacks. Il a déclaré à propos du 15 de la Rose: oui, bien sûr, je serai intéressé. C'est un travail énorme. Je suis irlandais. Entraîner l'Angleterre aurait un attrait particulier. Je considérerais longuement et sérieusement quel pays. Ils sont tous différents et ils auraient des réponses différentes, poursuit l'ancien entraîneur du Munster, qui est bien sûr également dans le viseur du 15 du trèfle, lui qui est la légende véritablement du côté de l'Irlande. On va surveiller ça avec attention. On voulait terminer cette édition du NAS Sport Show avec un mot de running, puisque vous le savez, c'est la saison des marathons et des semi-marathons. Il y a eu les 10 km des quais à Bordeaux qui ont absolument cartonné la semaine dernière. Là, il y a une autre manifestation de running qui va là aussi triompher. C'est la 21e édition du marathon du Cognac. Ce sera samedi. Ça va être du côté de Jarnac. Vous voyez des photos grâce au site officiel du marathon du Cognac. Le record du nombre de participants a d'ores et déjà été battu puisqu'il y a 3100 coureurs qui se sont inscrits pour samedi. Il est aussi possible de s'inscrire pour le semi-marathon et pour une course de 10 km. Le parcours va partir de Jarnac pour traverser ensuite l'agglomération de Cognac. Il y aura des monuments magnifiques en termes de carte postale avec l'abbaye de Bassac ou encore la Société Grand Marnier du côté de Bourg-Charentes. Bref, vous allez en prendre plein les yeux si vous faites partie des spectateurs ou
de ceux qui vont disputer ce marathon du Cognac. On va se régaler et on en reparlera en début de semaine prochaine dans le Nasport Show. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Dans un instant, on vous propose la suite avec une édition intégralement consacrée de 21h à 22h à la 12e édition de la Route du Rhum. C'est la rediffusion de notre quotidienne avec Jean-François Pibre, Victor Pérez-Boucheron et Nicolas Coude. Vous allez tout savoir avec le point sur la course, avec des invités, un duplex du côté de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous allez en prendre plein les yeux et surtout vous allez avoir plein d'informations si vous êtes fan de nautisme et de la Route du Rhum. Ne manquez pas cette émission, restez avec nous. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV.